Bonjour Laurent Duplomb. Bonjour. Vous êtes sénateur LR de Haute-Loire. On va bien sûr revenir sur le texte dont vous êtes à l'origine. On va commencer néanmoins cette interview en faisant un petit détour par la presse régionale. Actualité évidemment très marquée par la vague de chaleur qui s'abat sur la France. On le voit, le Dauphiné libéré soupire. Insupportable, titre le journal. Pour la montagne, la France suffoque. Le Télégramme, canicule inquiétant record. La Voix du Nord recherche fraîcheur désespérément. La Dépêche, météo, le scénario d'un été de feu. Le Courrier de l'Ouest, chaleur, ce n'est qu'un début. Monsieur le sénateur, ce mardi, ça devrait être l'une des journées les plus chaudes jamais enregistrées, jamais observées en France d'après Météo France. Des centaines de classes sont fermées, des parents qui sont contraints de garder les enfants à la maison et de ne pas aller au travail. Pourquoi la France n'est pas prête à ce genre d'épisode ? Alors je ne sais pas si la France elle est prête ou si elle n'est pas prête. Ce genre d'épisode est déjà arrivé. En 2019, on avait eu exactement le même cas. Je vous rappelle qu'on a... En 2019, je crois que c'était 2019, j'en suis quasiment certain, on avait arrêté de pouvoir passer le brevet des collèges. Oui, donc, mais il ne faut pas s'en contenter, il faut pas s'en satisfaire, cette situation, nous l'avons déjà connue. Des situations où on se retrouve avec plusieurs jours avec une température importante, bien sûr qu'on risque d'en reconnaître d'autres. Donc après, il faut peut-être trouver des solutions pour permettre aux gens de pouvoir faire des investissements dans leur logement pour tout cela. Moi, je voudrais surtout rappeler une chose, c'est qu'au-delà de bien vivre ou d'avoir des difficultés à se loger avec les difficultés qu'on a vues, c'est-à-dire des températures élevées, il y a aussi des situations où vous avez des professions qui, par cette chaleur, perdent une partie de ce qu'ils ont semé. Je pense aux agriculteurs, par exemple. Bah oui, parce que quand vous semez un champ, quand vous faites ce qu'il faut pour arriver à avoir une culture qui se tienne, eh bien ces épisodes-là ne sont pas spécialement vécus comme très favorables. Alors il y a 26 départements qui étaient hier en vigilance sécheresse. C'est vrai qu'il va y avoir des conséquences économiques aussi pour les agriculteurs, j'imagine. Vous avez des remontées de terrain Vigilance sécheresse, c'est pas encore dans le sens de l'alerte, et donc il n'y a pas encore de restrictions. Là où ça va devenir difficile pour les agriculteurs, c'est lorsque vous êtes passé de vigilance à alerte et où vous avez des obligations d'arrêter d'irriguer pendant un certain temps. Ce que les gens ne comprennent pas souvent, c'est que pourquoi ne pas irriguer que la nuit ? Parce que tout simplement, quand vous faites des tours d'eau successifs, pour pouvoir arroser les surfaces, parce que vous avez une pompe qui délivre tant de mètres cubes heure, et parce que vous avez que du matériel pour faire tant de passages, eh bien vous êtes quand même obligé d'exploiter la totalité de la journée, parce que sinon vous passez pas assez vite sur les parcelles et vous n'apportez pas suffisamment d'eau. Donc après, on entend tout sur l'irrigation. Je vous rappelle juste quand même que chez nous en France, c'est moins de 7% de la surface qui est irriguée, et nous sommes le pays qui utilise le moins d'eau à l'hectare. Monsieur Duplomb, j'entends bien que c'est un épisode, on a déjà traversé ce genre d'épisode, mais plus de 1350 écoles publiques qui restent fermées aujourd'hui. On ne peut pas s'en contenter, on ne peut pas s'en satisfaire. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? Est-ce qu'il aurait fallu, par exemple, avancer les vacances scolaires ? Écoutez, c'est exactement ce qu'on fait. Parce que quand vous arrêtez l'école une semaine avant les vacances scolaires, vous les avancez d'une semaine. Oui, enfin, c'est contraint par la force des choses. Mais je veux dire, le gouvernement n'a pas dit la semaine dernière qui pouvait prévoir que la température soit à 40 degrés, qui pouvait prévoir que ça dure aussi longtemps. Enfin, je sais, là aussi, on est dans un système où on parle d'un tas de choses sans véritablement regarder la réalité. Mais vous n'avez pas l'air plus inquiet que ça. Quand on est agriculteur, on regarde la météo tous les jours. Tous les jours, j'ai par exemple la possibilité de voir que dans 3-4 jours, on annonce de la pluie. Et puis finalement, 2-3 jours avant ces 4 jours, eh bien, la pluie de tous ceux qui la prévoyaient disparaît. Donc prévoir des éléments comme ceci longtemps à l'avance, je pense que c'est pas possible. Bon, donc, je suis sûr, c'est que ce qu'on peut prévoir, c'est que ce genre d'épisode va à l'avenir se répéter, deviendront beaucoup plus intenses et interviendront beaucoup plus tôt dans la saison. Comment on se prépare à ce genre d'événement à l'avenir ? Il faut peut-être trouver des solutions pour climatiser les classes, pour pouvoir faire des bâtiments qui soient un peu plus à l'ombre, peut-être pouvoir ouvrir les fenêtres la nuit, parce que c'est aussi un problème, c'est que quand on ferme les écoles à 5h du soir ou à 6h et qu'on les réouvre que le lendemain matin à 7h30 ou à 8h, s'il n'y a pas eu d'aération dans les classes par définition, il y fait très chaud. Voilà, c'est tout un tas de choses qui peuvent se mettre en place, mais qui ne sont pas obligatoirement des investissements colossaux. Qu'est-ce qu'on fait en réalité chez nous ? On baisse les volets. On essaie. Vous voyez des volets baissés dans les écoles ?
Non, on laisse les fenêtres toutes fermées et personne ne s'occupe véritablement d'aérer les classes. Donc on a aussi peut-être des questions d'organisation à mettre en place. Peut-être pas seulement d'organisation, il y avait un grand plan de rénovation du bâti scolaire qui avait été annoncé par Emmanuel Macron il y a 2 ans. Objectif 40 000 rénovations d'écoles en 10 ans, ça coûterait 40 milliards d'euros sur les 10 prochaines années. C'est 4 milliards d'euros par an. Vous dites oui, il faut y aller, même si ça va coûter de l'argent, même s'il y a le problème budgétaire. Je pense que les écoles, il y a 3 formes d'écoles. Il y a l'école municipale, les collèges et les lycées. Les collectivités qui s'en occupent, que ce soit les mairies, les départements ou les régions, ont déjà fait beaucoup d'investissements. Moi, dans mon département, par exemple, le conseil départemental fait beaucoup d'investissements sur les collèges. Et dans les communes, on fait aussi des investissements. Dans ma commune, dernièrement, on a changé la totalité des fenêtres. On a mis des rideaux qui permettent d'avoir un peu plus d'obscurité et qui permettent de diminuer certaines tendances qu'il y avait jusqu'à aujourd'hui, parce que les baies vitrées sont très grandes, parce qu'il n'y avait pas de volets, parce qu'il n'y avait pas de rideaux occultants. Eh bien, on se retrouvait avec une forme de température assez élevée à l'intérieur. Oui, c'est un ensemble. Mais dire aujourd'hui que ça n'a pas été fait, je pense que les municipalités font ce travail-là. Et les départements et les lycées le font aussi. Alors peut-être pas suffisamment vite, peut-être aussi parce que ça coûte très cher et qu'il faut pouvoir absorber les investissemsements. 40 milliards d'euros sur 10 ans. Voilà, c'est pour ça, à un moment donné, 10 ans, ça ne peut pas se faire en 2 jours. L'actualité au Parlement, monsieur le sénateur, c'est ce texte et peut-être cette loi qui portera votre nom. On en parle tout de suite avec Yann Effelé qui nous rejoint en plateau. Bonjour Yann, ça va ? Bonjour Steve, bonjour Monsieur Duplon, ça va très bien. La proposition de loi pour lever les contraintes du métier d'agriculteur était examinée hier en commission mixte paritaire et les parlementaires ont trouvé un accord, Yann. Oui, un compromis sur votre proposition, Monsieur Duplon, d'origine sénatoriale. Donc, le texte avait été largement approuvé au Sénat, mais rejeté à l'Assemblée nationale parce que la gauche avait déposé des milliers d'amendements pour faire obstruction à l'examen du texte. C'est alors une stratégie de ses partisans pour le préserver. Le débat a donc été tranché hier à huis clos. La commission mixte paritaire a voté très largement le texte de compromis avec 10 voix pour, les RN, LR centristes et 4 oppositions de gauche. Alors, avant de rentrer dans le détail, on va le faire. Est-ce que ce compromis vous convient, monsieur le sénateur ? Oui, puisque la réalité de ce qui s'est passé hier en commission mixte paritaire, qui, je vous rappelle, est un élément démocratique, inscrit dans notre Constitution, c'est que nous avons trouvé des compromis avec le travail des députés entre le Sénat et l'Assemblée nationale sur l'ensemble des 8 articles avant la commission mixte paritaire. Parce que c'est le travail de fond qui est fait pour toute commission mixte paritaire. Et que durant cette commission mixte paritaire, qui a quand même duré plus de 6 heures, nous avons validé la totalité de ces 8 articles réécrits sans aucune modification. Donc je pense que ça veut dire 2 choses. La première, c'est que le travail des députés a été respecté. Et la deuxième, c'est qu'il a tellement été respecté et tellement été bien écrit que même en commission mixte paritaire, avec 7 députés d'un côté et 7 sénateurs de l'autre, nous n'avons rien changé de ce que nous avions écrit au départ. Vous ne regardez pas comme un peu la méthode, ce passage en commission mixte paritaire, après ce qu'on a vu notamment à l'Assemblée nationale? Est-ce que ça n'aurait pas été mieux d'avoir un débat, un vrai débat à l'Assemblée nationale entre députés? Ah ben cette situation est totalement ubuesque, ça je vous l'accorde, puisque les détracteurs du texte ont voté contre la motion de rejet et ceux qui sont favorables au texte ont été obligés de voter pour. Mais à cause de quoi? À cause de plus de 3000 amendements, dont 1200 amendements d'articles additionnels. Ce qui veut dire en clair que quand on veut faire de l'obstruction, vous pouvez écrire le changement d'une date, le changement de telle chose, pour faire une multitude d'amendements. Mais quand vous écrivez des articles additionnels, c'est-à-dire des articles qui n'ont absolument rien à voir avec la réalité du texte au départ, ou qui étirent le texte, eh bien vous rentrez dans un système où on est obligé dans chaque chambre de passer ces articles additionnels, c'est-à-dire de les étudier. Et la réalité, je crois que le Premier ministre l'a dit, c'est que la somme de tout cela faisait entendre quelque chose qui était totalement impossible à passer à l'Assemblée nationale. Mais pourquoi ? Mais parce que c'était la volonté de ceux qui les ont déposés.
Autant le groupe socialiste, écologiste et LFiste, surtout écologiste et LFiste, ont fait ce travail de vouloir obstruer la discussion du texte en déposant tellement d'amendements que de toute façon, il était impossible de trouver un temps imparti pour passer tout cela. Yann. Alors sur le fond, sa disposition phare, qui est aussi la plus sensible et la plus contestée, c'est la réintroduction de l'acétamipride, pesticide de la famille des néonicotinoïdes, interdit en France depuis 2018. C'est un retour encadré et à titre dérogatoire seulement. Ses effets sur l'humain sont source de préoccupation, mais c'est surtout pour les abeilles qu'il y a des inquiétudes. Un tueur d'abeilles, disent les apiculteurs. Il est autorisé ailleurs en Europe et fortement réclamé par les producteurs de betteraves ou de noisettes qui estiment n'avoir aucune alternative contre les ravageurs. Écoutez ce qu'en disait hier la ministre de la Transition écologique. Et nous avons des études qui montrent que cette molécule n'est pas anodine. Ça fait plusieurs années que nous avons commencé à développer et à investir dans des alternatives. Je trouve contre-productif, alors qu'on voit à peu près dans quelle direction va aller la Commission européenne dans les années à venir, d'interdire, de réautoriser cette molécule comme si elle était anodine, ce qui n'est pas le cas, pour ralentir tout le travail qu'on a fait pour déployer de nouvelles alternatives à cette molécule. Je vous vois faire non de la tête, monsieur le sénateur. Est-ce qu'elle a tort ? La réalité de tout cela, c'est que Mme Pannier-Runacher dit l'inverse et son contraire au fil du temps. Mme Pannier-Runacher, vous l'avez vu, je pense comme moi, écrivait dans une note confidentielle au président de la République qu'il fallait réintroduire l'acétamipride en début d'année 2024. Est-ce que c'est pas un... Elle disait dans le même temps à ses interlocuteurs qui demandaient déjà la réintroduction de l'acétamipride parce que ça met des filières entières dans l'impasse. Ça n'est pas que les noisettes et les betteraves, c'est les pommes, c'est la nectarine, c'est l'asperge, c'est beaucoup de cultures maraîchères ou d'arboriculture qui se retrouvent dans une situation totalement limitée. Madame Agnès Pannier-Runacher disait à ce moment-là, vous inquiétez pas, on ne peut pas réintroduire en France parce que l'Europe va l'interdire. Seulement pas de peau, l'Europe ne l'a pas interdit, à reprolonger son autorisation de l'acétamipride jusqu'en 2033. Mais est-ce qu'en raison des risques, il n'y a pas une justification à au moins avoir quelques précautions avec cette molécule ? Alors, moi, je veux bien tout entendre. Je veux bien qu'on agite les ports et qu'on nous explique qu'il faut être dans le principe de précaution à outrance. La réalité aujourd'hui du système, c'est quoi ? C'est que vous avez 26 pays sur 27 en Europe qui autorisent l'acétamipride. Nous avons perdu la moitié de l'export en pommes, c'est-à-dire nous sommes passés de 700 000 tonnes à 350 000 tonnes en moins de 10 ans. La pomme, aujourd'hui, pour pouvoir les arboriculteurs producteurs de pommes, pour pouvoir avoir un rendement suffisant pour équilibrer leurs pommiers, vont se retrouver dans une situation où, pour lutter contre le puceron cendré et la punaise diabolique, n'auront plus la spirotétramate qui va être arrêtée à l'automne 2025. On entend vos arguments, Laurent Duplon. Laissez-moi finir. Si la spirotétramate est interdite, les producteurs français n'auront plus aucune alternative pour lutter contre le puceron cendré et la punaise diabolique, quand les Polonais, qui sont leurs premiers concurrents, qui ne sont pas à l'autre bout de la planète, vont continuer d'avoir l'acétamipride. Quand va-t-on comprendre qu'à force de mettre des contraintes qui sont totalement déconnectées du reste pas à l'autre bout de la planète, de pays qui sont à nos frontières, eh bien nous faisons une concurrence déloyale qui met des filières entières françaises dans l'impasse. Regardez les cerises aujourd'hui. On comprend l'argument du rendement économique, mais qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux Français qui peuvent être inquiets de la réintroduction de ce néonicotinoïde ? Je dis qu'il y a 26 autres pays en France qui contiennent 26 autres pays en Europe qui contiennent des scientifiques, qui contiennent des études scientifiques. Il y a l'EFSA, l'agence européenne, la porte-parole de la direction générale de la santé, qui a été interviewée par François de Rugy, ancien ministre de l'Environnement, dit très clairement, l'acétamipride utilisée dans les conditions préconisées n'est ni dangereuse pour la santé humaine, ni pour l'environnement, ni pour la biodiversité. C'est pas moi qui le dis, c'est les études scientifiques qui sont faites au niveau européen. C'est la porte-parole de la directrice générale de la santé européenne qui le dit. Ça dit une toxicité modérée aiguë chez l'homme. Et vous qu'il y a besoin de recherches supplémentaires. Vous prenez une phrase à l'intérieur d'un rapport qui doit faire des dizaines, voire des centaines de pages. Elle est importante tout de même. Toutes les phrases sont importantes quand on les lit toutes à la fois. Vous parlez de concurrence déloyale, si vous voulez bien, on peut continuer là-dessus. Il y avait hier une manifestation devant le Sénat, notamment de la part d'ONG et d'élus. Écoutez Delphine Batho sur l'argument de la concurrence déloyale.
La loi du plomb, c'est un alignement sur les modes de production, ce qui se fait de pire ailleurs. Et on doit défendre l'agriculture française et européenne. Est-ce qu'on s'aligne sur ce qui se fait de pire ailleurs? On ne s'aligne pas sur ce qui se fait de pire ailleurs, on s'aligne sur ce qui se fait en Europe. Parce que finalement, au bout du compte, c'est quoi? La réalité de ce que nous vivons, c'est quoi? C'est que si nous ne le faisons pas, parce que tous ceux qui nous expliquaient qu'il y aurait des méthodes alternatives, on voit très bien qu'elles n'arrivent pas, alors que ça fait déjà quelques années que cette amiprid est interdite. Et donc on met la situation de notre agriculture française, de nos filières, totalement dans l'impasse. Et que cette naïveté coupable qui consiste à manifester en nous expliquant qu'on s'aligne sur les pires standards qui sont ailleurs, elle oublie de dire dans le même temps que la réalité, c'est qu'on ouvre les portes aux importations de produits qui sont fabriqués à l'autre côté de la frontière française et qui sont faits avec ces méthodes. Donc en fait, c'est une naïveté coupable qui consiste à dire on interdit aux producteurs français, on les fait disparaître. Et par contre, on ouvre les portes à l'importation de produits qui sont produits pas très loin de chez nous avec les méthodes qu'on a interdites chez nous. Franchement, combien de temps on peut durer sur cette supercherie? Laurent Duplomb, la proposition de loi consacre un caractère d'intérêt général majeur aux retenues d'eau. Faut que vous nous expliquiez un petit peu en quoi ça consiste. En gros, c'est une manière aussi de dire aux mon paysan, vous êtes prioritaire sur l'utilisation de ces ressources quand il y a des tensions, c'est ça? Ou comment vous expliquez la réalité de l'irrigation aujourd'hui, il faut déjà la replacer dans son contexte. La France, c'est moins de 7% de sa SAU irriguée. Moins de 7%. L'Espagne, c'est 15%. L'Italie, c'est 25%. La réalité en France, c'est qu'on utilise beaucoup moins d'eau que n'importe quel autre pays aux mêmes latitudes que le nôtre. Quand vous regardez aujourd'hui la consommation moyenne en France, c'est 1800 mètres cubes à l'hectare. La consommation moyenne en Europe, c'est 4000 mètres cubes à l'hectare. Et la consommation moyenne des pays comme l'Italie et l'Espagne, c'est 7000 mètres cubes à l'hectare. Et donc, quand va-t-on arrêter d'avoir un débat totalement passionnel et irrationnel sur l'irrigation? Je ne connais pas une plante qui est suffisamment résiliente, à part les cactus, qui peut se permettre de ne pas avoir d'eau. Donc à un moment, si on veut être souverain en termes d'alimentation, si on veut pouvoir arrêter cette problématique de période estivale où on peut connaître, comme dans cette période, des problèmes de sécheresse importantes ou de température élevée, eh bien il faut stocker de l'eau. Comment peut-on être contre le fait de stocker de l'eau quand elle passe à des quantités énormes à un moment ou à un autre de l'année, c'est-à-dire à l'automne ou particulièrement l'hiver, pour la stocker et pour l'utiliser l'été? Je vous rappelle que le 16 octobre de l'année dernière, sur mon département, le fleuve Loire, à Brive-Charensac, c'est-à-dire à 1 km du Puy-en-Velay, avait un débit de 2000 m3 secondes. 2000 m3 secondes. J'ai une retenue collinaire de 40 000 m3, elle aurait été remplie en 20 secondes. En 20 secondes. Très rapidement, parce qu'il faut qu'on avance, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que ce texte, c'est un recul en matière d'écologie, de protection de l'environnement? Je leur réponds que la réalité de ce texte, c'est ni plus ni moins que de mettre les Français, les agriculteurs français, au même niveau que les agriculteurs européens, et d'arrêter de les faire courir avec un boulet de plus en plus gros au pied. C'est ça la réalité. Parce qu'à force d'avoir ce boulet, non seulement ils arrêtent de courir, mais ils disparaissent. On va continuer à en parler. Merci beaucoup Yann, on se voit tout à l'heure, on parlera de quoi? Tout à l'heure dans le club, on va discuter, je vous laisse... De candidats socialistes pour la mairie de Paris. Hier, on a décidé. Révisez vos fiches. Les militants PS ont décidé de leur candidat pour la municipale. Pour l'élection municipale de l'année prochaine. Je suis encore dans l'agriculture. Emmanuel Grégoire, on en reparle tout à l'heure. Merci beaucoup Yann. À tout à l'heure. On va voir l'actualité au plus près du terrain. On file dans votre région, Laurent Duplomb. On retrouve Christophe Darne, directeur départemental Haute-Loire du groupe Centre France, rédacteur en chef du journal L'Éveil de la Haute-Loire. Le département n'est évidemment pas épargné par la canicule. Christophe, vous vouliez interroger le sénateur sur un projet controversé de bassine, c'est ça ? Oui, parce que comme partout en France, la Haute-Loire, elle échappe pas à la vague de canicule actuelle. 38 hier à Brioude, 34 au Puy-en-Velay et même 31 au Mazet-Saint-Voix à 1000 mètres d'altitude. On a tout simplement battu plusieurs records de chaleur pour un mois de juin dans le département. Donc l'Éveil de la Haute-Loire revient ce matin sur le phénomène et surtout sur ses conséquences. Vous le disiez tout à l'heure, parmi les métiers les plus touchés par cette canicule, évidemment, on retrouve les agriculteurs. Et beaucoup redoutent déjà de vivre une période de sécheresse. Alors, Laurent Duplomb, dans votre proposition de loi, vous plaidez justement pour la multiplication des retenues collinaires, ces petits lacs artificiels qui sont alimentés par le ruissellement des eaux qui permettent de stocker l'eau afin d'irriguer plus tard. Mais ces projets, ils font débat, y compris chez vous en Haute-Loire, comme dernièrement à Chasse-Puzac, où un projet a été retoqué. Alors, ma question, est-ce que ces retenues, elles sont devenues indispensables, selon vous, pour l'avenir du monde agricole? Et si oui, c'était déjà la question précédente, mais
Comment comptez-vous convaincre les sceptiques sur cette solution qui inquiète de nombreux défenseurs de l'environnement ? La réalité, c'est que ces retenues, oui, elles sont importantes pour certains systèmes. Toutes les exploitations n'en ont pas besoin, mais si on veut garder des exploitations qui puissent avoir un stock fourrager assuré pour pouvoir continuer de produire pendant toute l'année, oui, il faut apporter des formes d'assurance. Alors, il y en a plusieurs. Les agriculteurs se sont toujours adaptés. Quand on veut passer les sécheresses d'été, qui existent depuis très longtemps. Moi, j'ai connu beaucoup d'années de sécheresse depuis que je suis installé depuis 30 ans. C'est pas quelque chose de nouveau. Eh bien, on stocke du fourrage que les années où on en a beaucoup. Ça, c'est quelque chose que, naturellement, un agriculteur fait. Et puis après, il y a des formes d'assurance. L'assurance récolte, qui est une assurance que l'agriculteur prend et qui permet, lorsqu'il y a une menace liée à un aléa comme la sécheresse, eh ben, d'avoir la possibilité de toucher, par son assurance, une indemnisation. Et puis, il y a un troisième élément d'assurance, c'est de stocker de l'eau pour pouvoir l'apporter à la plante quand elle en a besoin. Je vous rappelle que sur le département de la Haute-Loire, les chiffres que je viens de donner sur l'utilisation de l'eau, sur une exploitation à peu près comme la mienne, ou tous ceux qui exploitent en Haute-Loire, c'est 800 mètres cubes à l'hectare. Ça veut dire, comparativement à 7000 mètres cubes en Italie, c'est quasiment 10 fois moins. C'est-à-dire que pour assurer quelques jours ou quelques semaines de difficultés hydriques, sur un département comme le nôtre, on a besoin d'une quantité 10 fois moins importante d'eau utilisée qu'en Italie. Donc, est-ce qu'on ne peut pas trouver une forme d'objectivité derrière tout ça ? Et les retenues comme celle de Chasse-Puzac à 60 000 mètres cubes, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand la Loire est à 2000 mètres cubes, c'est 30 secondes pour la remplir. Merci beaucoup Christophe, merci. On va voir la une de votre journal L'éveil de la Haute-Loire. La France suffoque, merci beaucoup et bon courage à vous dans cette fournaise aujourd'hui. Laurent Duplomb, l'actualité, c'est aussi celle de votre parti, Les Républicains, qui a un nouveau patron depuis un mois. Le week-end dernier, Bruno Retailleau a réuni le Conseil national du parti. Écoutez. Ces derniers mois, nous avons eu à prendre des choix qui étaient de véritables paris. Et je pense qu'on a relevé un défi qui n'était pas gagné. Et on a remporté une victoire. Le défi, c'était celui de participer au gouvernement. Il n'y avait aucune évidence. Nous étions des opposants à Emmanuel Macron. Et nous ne sommes pas devenus, parce que nous sommes au gouvernement, comme le disait Gérard, des macronistes. Certainement pas. Monsieur Duplomb, vous êtes un proche de Laurent Wauquiez. Est-ce qu'aujourd'hui, Bruno Retailleau est l'homme de la situation ? Écoutez, Bruno Retailleau, je le connais depuis que je suis au Sénat. J'ai beaucoup apprécié de travailler avec lui quand il était président du groupe Les Républicains au Sénat. Oui, on travaillera. Aujourd'hui, vous êtes tous, tout le parti et derrière Bruno Retailleau. Je veux dire, les élections à la présidence des Républicains ont donné un score qui est très net et très clair. La réalité, c'est que Bruno Retailleau est devenu président de notre parti politique. Et moi, je continuerai de travailler avec Bruno Retailleau, comme je l'ai fait au Sénat quand il était président de groupe, et avec toute l'importance nécessaire pour faire que notre famille politique puisse arriver à imprimer la réalité de ses volontés politiques. Il a présenté ce week-end la liste de la nouvelle équipe de direction. Ça comprend des soutiens de Laurent Wauquiez, Geoffroy Didier, Florence Portelli, le ministre Yannick Neuder. Est-ce que les équilibres au sein du parti sont aujourd'hui respectés ? Oui, je pense. La demande qui avait été formulée par Laurent Wauquiez, c'était d'avoir une répartition à la hauteur du score qu'il avait fait. Eh bien, je crois que c'est réalisé et que Bruno Retailleau a accepté cette demande. Et je trouve ça très bien. Parce qu'à un moment donné, c'est aussi un geste amical vis-à-vis de tout ça et un geste de reconnaissance au vu de la campagne que Laurent Wauquiez a menée. Et donc, valeur aujourd'hui, je pense qu'on est aligné pour avoir un parti qui soit en marche, de pouvoir donner quels sont ses objectifs, quels sont ses enjeux. En marche vers quoi ? La présidentielle 2027, c'est Bruno Retailleau le candidat de votre parti ? Je ne sais pas si ce sera Bruno Retailleau le candidat de notre parti, mais en tous les cas, je pense que notre parti est aligné avec maintenant 120 000 adhérents, ce qui n'était pas le cas au départ. Je vous rappelle qu'on en avait 40 000. Et qu'aujourd'hui, on a une équipe dirigeante qui fait l'unanimité au sein du parti. Donc il n'y a aucune raison que tout cela ne puisse pas fonctionner. Merci beaucoup Laurent Duplomb. Merci, c'est la fin de cette interview qui est à retrouver en podcast et sur notre site internet en replay publicsena.fr dans une vingtaine de minutes. On reviendra sur la canicule qui s'abat sur la France et sur ce texte qui porte votre nom. Merci. Tout de suite, on passe à l'invité politique.